Hommage de l'inauguration du dernier salon du bâtiment Batimatech, qu'on est arrivé aujourd'hui à réaliser un logement 100% avec des matériaux de production nationale, et on est arrivé à une autosuffisance en matière de matériaux de construction. Preuve en est, c'est que ces producteurs et opérateurs économiques actuellement sont en train d'exporter l'excédent, notamment vis-à-vis des matériaux dits stratégiques tels que le ciment et l'acier. Alors quand vous parlez aujourd'hui de la norme de réalisation, quand on parle bien sûr de normes et les respects techniques des réalisations, Monsieur Boariwa, il faut prendre en considération les aléas sismiques auxquels notre pays est exposé aujourd'hui impérativement, puisqu'on a vu que par le passé, nous avons vécu malheureusement des séismes extrêmement meurtriers comme celui de Boumerdès et d'Alger, et aujourd'hui, jour pour jour, 20 ans. Bien sûr, depuis que ce séisme s'est produit au niveau de cette région. Je profite de cette occasion pour rappeler que le secteur de l'habitat, donc en matière d'élaboration de la réglementation technique, recense aujourd'hui plus d'une cinquantaine de documents techniques réglementaires qui sont à caractère obligatoire en matière d'application. C'est-à-dire reste le plus... Essayez d'expliquer. C'est-à-dire, au niveau de la conception et du calcul, les ingénieurs concepteurs doivent scrupuleusement respecter les exigences imposées dans ces documents techniques réglementaires sur tous les plans de stabilité, de durabilité et aussi sur tous les plans y afférents. Reste par rapport à la problématique, par rapport au risque sismique, c'est vrai que l'Algérie, de par sa situation géographique, notamment la frange nord du pays, est exposée à ce risque sismique, et les pouvoirs publics, conscients de cette menace au lendemain du séisme de 1980 du Chlef Aix-el-Sanam, ont pris conscience de cette menace et ont pris une série de mesures, commençant par l'élaboration de la première version du règlement parasismique algérien qui définissait les méthodes de calcul simples et simplifiées pour intégrer l'action sismique dans le calcul de structure, en plus des actions statiques et des actions climatiques. Cette version du RPA a connu des révisions successives. Avec le séisme de Boumerdès et d'Alger. De 83, une version en 1988, une troisième en 99, et la dernière qui est toujours en vigueur, 2004. C'est en 2004, c'est la version 2003, au lendemain du séisme de Boumerdès. Cette version a connu l'intégration de nouveaux systèmes de contreventement et est basée essentiellement sur les enseignements tirés du séisme dévastateur de Boumerdès, et depuis avec une nouvelle classification des zones sismiques et aussi d'autres exigences en matière de calcul, et aussi son élargissement à d'autres méthodes d'analyse et de calcul plus poussées. Alors aujourd'hui, on parle de la réactualisation de cette loi de 2004 qui est intervenue juste après, bien sûr, le séisme d'Alger et de Boumerdès, qui a été extrêmement meurtrier et dévastateur. Aujourd'hui, bien sûr, c'est 20 ans. Qu'est-ce qui va changer justement dans cette loi de 2004 ? Qu'est-ce qu'on doit revoir ? Qu'est-ce qu'on doit réactualiser ? Si vous permettez, donc on parle du règlement parasismique algérien, version 2003, qui a été mise en vigueur en 2004. Cette révision donc va prendre en charge les nouveaux progrès enregistrés. C'est-à-dire les nouveaux progrès, je donne un exemple, on va intégrer toutes les nouvelles techniques de protection sismique et le recours à les nouvelles technologies telles que les dispositifs antisismiques, l'élargissement à d'autres types de structures aussi. Quelles structures ? Toutes les structures qui seront réalisées à l'avenir, en plus des ouvrages d'art, les habitations, même le privé ? Non, je voulais dire, c'est qu'intégrer d'autres systèmes constructifs, parce que le monde connaît une évolution spectaculaire en matière de développement des systèmes constructifs. Résistants au séisme. Résistants au séisme. Maintenant, on se dirige vers des systèmes qui sont flexibles, qui sont légers, qui peuvent être
facilement réalisée et présente l'aptitude à résister au séisme. Je donne un exemple de toutes les structures métalliques par exemple. Donc dans la nouvelle version, on va en tenir compte avec les nouveaux procédés constructifs. Il y a ça, il y a aussi prendre en charge les nouveaux résultats de recherche et d'études spécialisées en matière d'aléas et de microzonage sismique et notamment intégrer d'autres coefficients à l'instar des autres codes internationaux et des standards internationaux en la matière. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de ce que vous déclarez un instant, M. Bouariwa, c'est-à-dire que ce qui interpelle le plus, c'est le dernier séisme meurtrier de la Turquie qui a fait un peu en sorte à réactualiser ses dispositions, puisqu'on a vu que c'était un séisme de forte magnitude, de très très forte magnitude. Madame, dans tous les pays du monde, à l'occasion de chaque événement, il y a des leçons qui sont tirées du séisme. C'est ce que vous faites actuellement. Je donne un exemple. Le séisme de 1995 à Kobe, avec toutes les avancées enregistrées dans ce pays, le Japon, en 1995, ils ont revu leur réglementation par un changement carrément d'approche et de méthode d'analyse et aller vers de nouvelles techniques pour la protection du risque sismique. Le dernier séisme dévastateur de la Turquie aussi a tiré quand même des conclusions, comme les scientifiques certainement ont pris connaissance du dernier rapport. Le séisme, c'est un phénomène naturel qui est aléatoire et présente des spécificités à chaque effet intervenir, pas mal d'éléments tels que la situation du projet par rapport et la proximité par rapport aux failles. Il y a des spécificités qui sont liées au comportement du sol. Il y a aussi en plus du bâti. Donc le séisme, c'est une énergie qui se propage de l'épicentre jusqu'à la surface. À la surface, il y a toutes les constructions qui doivent se comporter et présente une aptitude à résister à ce séisme. Alors justement, par rapport à cette question, comment se présentent aujourd'hui les réalisations qui ont été faites depuis, bien sûr, la promulgation de cette loi? Est-ce que toutes les réalisations qui ont été faites, avec toutes les formules confondues, c'est des logements qui répondent bien sûr aux normes parasismiques? Rapidement sur la question, M. Bouariwa. Oui, depuis la mise en vigueur de ce règlement parasismique algérien, je confirme et je rassure que toutes les constructions, tous les ouvrages réalisés ont été réalisés, conçus, calculés et réalisés selon les exigences imposées par ce règlement. Ils répondent parfaitement aux normes parasismiques algériennes. Quel que soit leur niveau, même les réalisations hauteurs comme ceux de l'ADL, par exemple, aujourd'hui, M. Bouariwa? Madame, dans l'acte de bâtir, dans une opération de construction, donc il y a plusieurs intervenants. Reste le CTC qui est l'organisme national de contrôle technique qui veille à la sécurité et à la stabilité des ouvrages et le garant un petit peu de la sécurité dans le cadre de sa mission principale qui consiste en la normalisation des risques. Ces prérogatives seront renforcées à la faveur bien sûr de ces mutations que vous allez opérer sur bien sûr la loi de 2004. Tout à fait, le CTC aujourd'hui est le seul organisme qui détient qui a cette prérogative de contrôle technique de la construction. Il y a deux phases, il y a le contrôle plan que l'ingénieur doit apposer son visa, il doit s'assurer que l'étude est conforme au règlement parasismique algérien. Il y a aussi au niveau de l'exécution, donc on doit s'assurer que les dispositions constructives prescrites dans les plans soient respectées et aussi sur la qualité des matériaux utilisés et s'assurer aussi que la réalisation aussi est conforme à ces dispositions. Pour toutes les réalisations, qu'elles soient publiques ou privées également? Pour toutes les réalisations. Pour le privé, au lendemain du séisme de 2003 et lors de l'amendement, enfin de la révision de la loi 90-29, donc c'est la loi 04-05, on avait introduit dans l'article 55 que tout dossier soumis à permis de construire doit être obligatoire conjointement établi par un architecte et un ingénieur agréé. Et cette disposition aujourd'hui a permis aux constructeurs, enfin pour les constructions individuelles,
que doivent soumettre un plan de génie civil ou ce qu'on appelle un plan de structure et de calcul, en plus du plan d'architecture, lors du dépôt du dossier de permis de construire. Et c'est une disposition qui est en vigueur pour les constructions individuelles. Pour les ouvrages publics, depuis la mise en application de la première version du règlement parasismique algérien, tous les ouvrages sont soumis au contrôle obligatoire du CTC. Alors vous avez donné un ordre de grandeur par rapport aux réalisations ces 3 dernières années, un peu plus de 900 000 logements qui ont été réalisés. Bien sûr, il est inscrit l'équivalent de 1 million. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que votre département ministériel est passé d'une gestion de la demande à la qualité de réalisation? Vous passez à une autre étape aujourd'hui, Monsieur Bouariwa, rapidement sur la question. Tout à fait. En plus du quantité, en plus du programme G-Contexte et immense dont le secteur de l'habitat est en charge. Donc aujourd'hui, on accorde un intérêt particulier à la qualité, aussi bien de la mise en œuvre que la qualité des produits qui sont mis en œuvre. On doit s'assurer par un dispositif particulier de contrôle de conformité que ces produits et matériaux, avant leur mise en œuvre, sont conformes aux exigences réglementaires normatives et celles des cahiers des charges. Qu'il soit public ou privé. Que ce soit public. Toutes les réalisations. Bon, pour le privé, il doit faire appel à un bureau d'études. Lequel bureau d'études doit aussi se conformer à ces dispositions réglementaires et normatives afin d'assurer le but escompté, à savoir des constructions sûres et durables. Monsieur Reda Bouariwa, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. À tout de suite. Alors, Monsieur Reda Bouariwa, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Aujourd'hui, comment peut-on estimer la demande de logement? Elle est aussi importante que par rapport aux années précédentes, où elle est en train d'être résorbée graduellement par toutes les formules disponibles actuellement, puisqu'on a vu aussi que le privé est en train aujourd'hui de réaliser beaucoup de promotions qui poussent comme des champignons à travers tout le territoire national. Monsieur Bouariwa, pour la question. La question, effectivement, donc à travers toutes les réalisations, effectivement, donc il y a un indicateur qui peut nous indiquer sur les réalisations et qui est un indicateur de confort. Aujourd'hui, le taux d'occupation du logement est estimé à 4,4. Cela dénote que toutes ces réalisations, notamment ces 3 dernières années, quand même, on peut répondre à cette problématique et résolver cette demande, cette crise de logement. Et c'est un engagement aussi. Il y a le programme du quinquennat 2020-2024 donc, qui parle d'1 million de logements, tous segments confondus. Nous avons mobilisé tous les moyens pour le réaliser, pour le mettre en œuvre, et toutes les franges de population trouveront dans l'une des formules adoptées depuis plusieurs années. Maintenant, pour le financement, donc, il y a pour les segments de logement, donc il y a le logement public locatif pour les gens qui ont un revenu de moins de 24 000. Il y a la couche moyenne entre 24 000 et 108 000. Donc il y a le logement location-vente qui trouve vraiment une forte demande. L'ADL. Donc de par les avantages qu'il offre en matière de paiement du logement, qui est échelonné sur plusieurs années. Il y a aussi le prix de revient aussi du logement, très accessible. Pour le logement, donc il y a toujours la politique sociale de l'État, qui ne se désengagera pas. C'est aussi l'engagement du président. C'est l'engagement de Monsieur le Président de la République, donc l'engagement de poursuivre la politique sociale de l'État, notamment en matière de logement. Et bien sûr, vous avez l'autre formule qui est bien sûr existante, c'est pour le logement promotionnel.
il y a le LP, il y a le logement promotionnel aidé qui a remplacé l'ancienne formule, le LSP. LSP. Il y a aussi le logement public, public promotionnel, le LPP, qui est destiné aux citoyens ou bien aux ménages qui ont un revenu supérieur à 108 000, moyennant un montage particulier financier avec le concours de la banque. Bien sûr, pour les couches sociales moyennes. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, par rapport aux ces logements. L'objectif, c'est la réalisation d'1 million. Vous avez donné un ordre de grandeur, un peu plus de 900 000 qui ont été réalisés jusque-là, depuis pratiquement 3 années. Cette cadence va se maintenir également. Est-ce que l'outil de production nationale est devenu également performant pour aller vite dans les réalisations, Monsieur Bouariwa, puisqu'on se souvient, il y a quelques années, on mettait pratiquement 20 ans pour un bâtiment, pour réaliser un bâtiment ou un immeuble. Voilà. Tout à fait, je profite de cette occasion pour rappeler aussi que aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, nous enregistrons un équivalent de 18 000 entreprises qualifiées et classifiées de la catégorie 1 à 9 qui participent à l'effort national de construction. Et ces entreprises ont acquis de l'expérience, ont modernisé leur outil et contribué efficacement à l'effort national de la réalisation. Aujourd'hui, donc, on parle de... On n'a plus besoin de recourir aux entreprises étrangères, Monsieur Bouariwa. Bon, pour les Avec l'outil de production nationale existant, on n'a plus besoin, comme ce fut le cas au début, par exemple, des années 2000, où on a recouru aux Chinois, aux Turcs et d'autres aussi partenaires étrangers. Aujourd'hui, avec ces entreprises existantes, on n'a plus besoin de recourir aux étrangers. Je pense que toutes les potentialités existantes peuvent prendre en charge le programme de réalisation. C'est-à-dire, peut-être à l'exception, c'est les Algériens qui réaliseront les logements pour les Algériens. Je dis bien les Algériens, c'est des entreprises algériennes ou de droit algérien qui sont chargées de la réalisation de ces logements ou bien des équipements publics, à l'exception peut-être de quelques ouvrages complexes qui nécessitent, mais depuis le quelques complexes pour les stades par exemple qui ont été réalisés rapidement, c'est grâce aussi à l'expertise étrangère. Bon, l'expertise, mais en matière d'encadrement technique, de suivi, c'est des compétences algériennes, c'est des bureaux d'études algériens, c'est des ingénieurs et d'architectes qui sont issus des universités, qui ont pris le relais et ont pu quand même assurer cette mission de suivi et de gestion de projet. Et aujourd'hui, on a acquis une certaine expérience qui nous permet de relever les défis et de prendre en charge nous-mêmes les réalisations, notamment ces grandes réalisations. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aujourd'hui. Est-ce que la crise du logement, elle est résorbée ou elle est toujours existante, Monsieur Bouariwa? Madame, écoutez, cette question... Qui revient souvent. Qui revient souvent, mais j'allais dire c'est une question qui relève d'intersectorialité, parce que c'est vrai, on doit avoir les statistiques fiables pour dire que aujourd'hui, la demande, elle est de combien, donc on doit estimer. Et il y a eu le recensement qui a été fait. Il y a eu le recensement. Vous attendez les résultats? On attend les résultats et on travaille en étroite collaboration avec d'autres secteurs pour pouvoir arrêter cette demande. Et aussi, on est en train de réviser le décret 08-142 qui parle du logement public locatif. Et parmi les nouveautés, c'est que la mise en place d'un fichier demandeur pour pouvoir estimer cette demande à sa valeur réelle, en plus d'autres dispositions. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler qu'aujourd'hui, en matière d'attribution de logement, donc on a mis en place depuis des années le fichier national du logement qui constitue un outil d'aide à la décision pour les pouvoirs et pour les autorités locales. À la veille de toute opération d'attribution, on doit s'assurer pour donner de la clarté et de la transparence et bannir toutes les anciennes pratiques en matière d'attribution et de distribution de logements. Et on va le compléter avec le concours d'autres secteurs tels que l'intérieur, par la mise en place de ce fichier demandeur qui va nous permettre aussi d'estimer la vraie demande. Alors, vous avez besoin un peu des résultats du recensement qui a été effectué récemment pour un peu consolider les chiffres au niveau de votre département ministériel?
pas consolidé. Nous sommes un secteur qui est chargé de la construction, donc en fonction des programmes qui sont arrêtés par les pouvoirs publics. Donc, comme je viens de signaler, donc il faut renforcer la coopération intersectorielle pour pouvoir arrêter d'une manière définitive cette demande. Et c'est ça qui déterminera un peu l'avenir de la réalisation pour dire si oui, nous sommes en situation de crise de logement ou sinon on a réglé le problème du logement dans notre pays moyennement, monsieur Bouariwa. Non, pour la crise de logement, donc les réalisations sont là, les chiffres sont là. Je pense qu'on a dépassé cette étape. Maintenant, on s'engage à poursuivre nos efforts en matière de logement, la diversification de l'offre aussi de logement, et aussi parmi les réalisations, on vient de créer et de mettre en place une nouvelle banque qui est chargée de l'habitat dans la perspective. Qu'est-ce qui financera cette banque de l'habitat aujourd'hui? L'acquisition au logement ou les réalisations de logement? Je pense qu'elle est au stade de création, et pour les mécanismes seront définis par la suite. Mais elle est destinée pour financer la réalisation du logement ou financer l'acquisition par les citoyens du logement? Et on compte énormément sur l'épargne des ménages, et dans le cadre de la diversification des modes de financement destinés au logement. Tout le monde sait très bien qu'il y a des efforts gigantesques qui ont été consentis en matière de réalisation de logement. Aujourd'hui, avec cette création de cette banque, on va aussi de voir plus précis, plus clair par rapport à l'épargne des ménages et sa contribution et la contribution effective de cette banque dans les opérations de construction de logements. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question aussi qui est d'actualité, puisque le débat est en cours au niveau du CIC, pour parler bien sûr de ces risques majeurs, leur impact sur la ville, l'urbanisme, mais également la réalisation. Vous avez parlé bien sûr de la réactualisation de la loi de 2004, qui a été instituée bien sûr suite au séisme dramatique d'Alger et de Bourg-Merdès. On s'en souvient, aujourd'hui 20 ans jour pour jour. Est-ce que le vieux bâti constitue également une préoccupation au niveau de votre département ministériel, monsieur Bouariwa? Tout à fait. Quand on sait que les villes sont un peu vieillissantes par rapport à leur réalisation. Tout à fait, même l'ancien bâti, on lui accorde un intérêt particulier à travers différentes opérations de réhabilitation. Le cachet haussmannien qui est aujourd'hui. Donc il y a des opérations de réhabilitation, il y a aussi... Elles seront engagées prochainement? Il y a toujours un programme qui sera défini ultérieurement pour la prise en charge de l'ancien bâti. Et il y a eu des opérations au niveau des grandes villes, Alger, Oran et Constantine, et aussi Skikda. Pour garder le cachet des villes. Garder le cachet des villes et préserver le cachet. Et ces opérations de réhabilitation consistent aussi à améliorer le degré de sécurité et ne pas se limiter à des opérations ponctuelles dans un cadre global et une approche inclusive qui parle d'une rénovation urbaine. Mais quand vous parlez un peu de la réhabilitation du vieux bâti, est-ce que ça sera une réhabilitation au sens propre du terme, c'est-à-dire avec des travaux en profondeur, ou seulement badigeonner les façades comme ce fut le cas il y a quelques années à peine? Monsieur Bouariwa? Pas badigeonner, il faut élargir et étendre des travaux à la prise en charge des vrais travaux de réhabilitation qui touchent aussi bien le confort, la stabilité aussi des bâtiments et le bon fonctionnement de ces bâtiments pour améliorer leur degré de sécurité et aussi de fonctionnement, et sans oublier l'aspect de préservation du cachet initial. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important également aujourd'hui, monsieur Reda Bouariwa. Vous avez dit aujourd'hui, notre priorité, c'est d'assurer bien sûr une transparence, équité pour l'accès au logement qui est constitutionnellement reconnu aujourd'hui. Le droit au logement, il est constitutionnellement reconnu pour un peu mettre fin aux pratiques que nous avons vécues antérieurement.
Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par là, M. Bouariwa? C'est-à-dire, c'est la numérisation. Monsieur le Président de la République avait déclaré que pour mettre fin à toutes ces et donner de la transparence sur toute opération, il faut aller vers la numérisation. Notre secteur a été l'initiateur pour la mise en place du fichier national du logement, avec toutes les améliorations introduites, avec sa modernisation, avec le rajout du numéro d'identification nationale pour chaque enregistrement. Aujourd'hui, c'est un outil d'aide à la décision pour les pouvoirs et pour les autorités locales pour éviter toute opération qui peut, dans le cadre des opérations d'attribution et de distribution de logements, aussi bien au préalable, pendant et après les opérations de distribution, et assurer une certaine équité et une transparence dans l'attribution de logements. C'est le cas actuellement, ça se fait en toute transparence et en toute équité? Je vous confirme qu'au niveau du ministère de l'Habitat, on reçoit à partir des services déconcentrés au niveau local toutes les listes qui doivent passer au contrôle par le fichier national du logement, et aussi parmi les réalisations, c'est que cette base de données a été modernisée, pour donner aussi plus donc c'est qu'il y a eu le rajout du numéro d'identification nationale sur chaque enregistrement, et tout ça on évite toute opération qui peut nous dévier par rapport aux objectifs arrêtés. C'est-à-dire une opération frauduleuse. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit tout le bâti situé sur la région basse d'Alger, qui s'étend de Belouizdad à Hussein Dey jusqu'à Al-Harrach, est vieux et parfois presque en ruine. Il y a donc un risque. Y a-t-il un plan de rénovation du bâti de cette partie de la capitale à un moment où on parle de démolir tout le bâti de cette partie de la capitale et le remplacer par les tours et quartiers modernes qui seront le New Alger et le prolongement de la grande mosquée? C'est le cas ou pas le cas? Ça va être le cas actuellement? Modernisation de toute cette partie en fonction bien sûr de la réalisation de la grande mosquée d'Alger. Écoutez madame, c'est vrai que nous sommes Puisqu'on est dans l'urbanisme là maintenant. Effectivement, nous sommes le secteur qui est en charge de la construction, aussi de l'urbanisme, mais aussi il s'agit d'opérations intersectorielles qui doivent impliquer les collectivités locales. Impliquer les collectivités locales et mettre les mécanismes adéquats et appropriés pour bien mener ces opérations dans le cadre d'une vision globale et d'une approche inclusive et associative par tout le monde, y compris la société civile. Et comme vous le savez, le patrimoine, donc il y a les statuts juridiques du patrimoine qu'il faut identifier, et il y a aussi mettre les mécanismes pour réussir ces opérations. Alors, pour les nouvelles villes, les normes doivent être respectées également aujourd'hui, Monsieur Bouariwa, pour éviter bien sûr les erreurs antérieures. Et on a vu que le rattrapage des erreurs coûte plus cher que la réalisation d'une nouvelle ville. Et c'était le cas pour la ville, bien sûr, de Ali Menjili de Constantine. Bon, pour les villes nouvelles, il y a les 5 villes nouvelles aujourd'hui qui sont en cours de réalisation. Donc, on tient compte des dimensions de développement durable, on tient compte de la réduction des risques de catastrophes dans le cadre de la conception et de l'aménagement. Au niveau des instruments d'urbanisme, déjà, donc au préalable, on doit s'assurer que le sol sont aptes à recevoir et à accueillir ces programmes de développement par une série de mesures, notamment les études géotechniques de pose qui définissent les conditions morphologiques, climatiques, géologiques et hydrogéologiques, et aussi même sismiques pour les sites étudiés, et arriver à une cartographie d'aptitude vis-à-vis de la construction et vis-à-vis de ces risques naturels. Alors vous dites que les études de sol, vous les effectuez pour voir si les sols sont aptes à recevoir des habitations. Mais ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, bien sûr avec les promotions immobilières privées, c'est que ces promotions sont en train de germer à travers tout le territoire national et dans toutes les villes, au point d'obstruer parfois les routes et les accès. Comment vous l'expliquez aujourd'hui, Monsieur Bouariwa? Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe au niveau de votre département ministériel? Puisqu'on a vu certaines décisions ont été prises par rapport à certains logements qui ont été réalisés. Ils ont été même démolis, même si le président a dit que je n'ai jamais ordonné la démolition de ces habitations quand elles sont occupées. Pour la précision.
Madame, pour cette question, en tant que secteur qui est chargé aussi de la régulation, on a mis en place tous les textes qui régissent ce genre d'activité. Mais comment vous expliquez qu'ils sont en train de pousser partout, même sur parfois des sols qui sont considérés comme étant des sols glissants au niveau de la capitale, ils existent ces promotions immobilières. Et parfois ils obstruent même les petites habitations à proximité qui ne répondent à aucune norme, c'est-à-dire de réalisation. Ils sont partout. Avant toute opération, de commencer toute opération de construction, il faut réunir les éléments préalables. Entre autres, avoir un permis de construire. Lequel permis de construire, il ne peut être délivré que si toutes les conditions soient réunies. Sur la constructibilité, sur le respect des d'eau et des postes, en plus des études particulières du sol d'assises. Donc vous dites qu'il y a des constructions qui sont érigées ou implantées dans des... je dirais que... Dans des sites par le passé qui étaient interdits à la construction. Par le passé, donc il y a aussi, il y a les agents qui sont chargés aussi du suivi du contrôle, donc qui doivent réagir en amont. Il ne faut pas attendre que la construction soit réalisée pour réagir. Et je pense que les critères sont bien définis. En tant que secteur en charge de l'urbanisme, on a élaboré, donc il y a une loi, la 90-29 sur l'urbanisme, et par l'occasion, donc elle sera révisée très prochainement. Donc on est en voie de finalisation de cette loi qui tient compte aussi des instruments d'urbanisme que toutes les parties prenantes doivent les respecter, commençant par le citoyen, les chargés au niveau des collectivités locales, les chargés d'urbanisme, et aussi pour les opérateurs qui doivent se conformer à ces instruments d'urbanisme. Sinon, vous recourez à c'est-à-dire à des procédures extrêmes. La démolition peut être envisagée si maintenant, bien sûr, les normes ne sont pas respectées, M. Bouariwa. Madame, pour chaque loi, il y a les dispositions générales, il y a des dispositions particulières, il y a aussi les sanctions. Vous êtes rigoureux dans l'application de ces dispositions. Parce qu'on a toujours dit, on a les plus belles lois, mais souvent elles ne sont pas appliquées concrètement sur le terrain. Monsieur Bouariwa. Madame, donc il y a aussi des sanctions qui sont administratives, qui arrivent même, donc il y a des agents qui sont habilités à constater les infractions. Tout est énoncé et prescrit dans les textes, donc il y a uniquement l'application sur le terrain et se conformer aux dispositions des lois et des textes en vigueur pour avoir un urbanisme plus... D'accord. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, dites à votre invité que les constructions des particuliers obéissent théoriquement à l'obligation d'une étude génie civil bien détaillée, mais en réalité, tout le monde construit comme il le veut. Il n'y a aucun contrôle après avoir obtenu le permis de construire. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas? Puisqu'on a vu parfois, on ramène un maçon et on construit. Bon, vrai ou pas, maintenant, en l'absence de statistiques, je ne peux pas vous répondre sur cette question, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le citoyen doit jouer un rôle prépondérant parce qu'il y a sa sécurité qui est en jeu. Donc, il va faire appel à un ingénieur en génie civil pour le suivi aussi des travaux, aussi en même titre qu'un ouvrage public, et aussi c'est le citoyen. Donc le citoyen doit faire preuve de conscience et cette menace du risque, et en tant que secteur de l'habitat, on a mis tous les textes donc en matière de régulation qui sont là, ils n'ont qu'à être respectés sur le terrain. Alors, bien sûr, on parle de cette rencontre qui est importante dans le contexte actuel, puisque notre pays, on l'a vu, on l'a vécu par le passé, et j'espère que ça ne se reproduira plus jamais, et est exposé aux risques majeurs, les inondations, les séismes, généralement. Aujourd'hui, vous avez aussi un phénomène que nous avons connu par le passé, où des édifices, même de l'État, ont été érigés sur des nids d'oued. Cela ne se reproduira plus jamais. Je vais citer encore une fois, et je le dis régulièrement, le ministère de l'Énergie. Bon, madame, donc il y a des zones, comme j'avais signalé, que il y a les instruments d'urbanisme qui définissent la constructibilité du site. C'est un lit d'oued qui n'est pas apte à recevoir une construction, on n'a plus le droit de le refaire. Donc ça c'est clair. Donc en matière de taxes, les taxes sont là. On a besoin de respecter cette réglementation
qui est en place. Alors la loi sur l'urbanisme sera réactualisée, c'est ce que vous avez indiqué aujourd'hui. C'est elle qui va mettre en place les règles de construction des villes à l'avenir, Monsieur Bouariwa? Tout à fait, tout à fait. Donc, dans une approche... Votre téléphone est en train de sonner, je pense. Et dans le respect des principes de développement durable pour avoir des villes résilientes, sûres et durables, conformément à l'objectif de développement durable numéro 11. Et on est en train de travailler en respectant les objectifs de développement durable. Les délais de réalisation sont respectés aujourd'hui, Monsieur Bouariwa, pour réaliser bien sûr le reste du plan quinquennal, atteindre les millions. Vous avez donné un chiffre de réalisation en 3 ans, 980 000 unités de logement, tout programme confondu. Et tout segment profondu. Madame, pour le respect des délais, donc c'est des clauses, pour la construction, c'est des clauses contractuelles qui figurent dans les marchés conclus entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. Même principe pour l'entretien des immeubles, comme les immeubles par exemple ADL. Même pour l'entretien, donc pour les opérations, je veux dire de réhabilitation, donc il y a des clauses contractuelles qui définissent les délais et tout dépassement de délai entraînerait l'application des pénalités de retard. Et je rassure aussi aujourd'hui, parmi les décisions prises par Monsieur le ministre, c'est d'assainir toutes les situations contractuelles des entreprises et des services co-contractants et de veiller à honorer leur situation dans les délais réglementaires. Les payer aussi par rapport à cette question. Et puis, entretenir les ascenseurs au niveau de l'ADL, c'est important. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Les terres agricoles, interdit de construire sur les terres agricoles, puisque nous avons vu aujourd'hui, nous faisons face à une crise alimentaire mondiale. On doit assurer notre sécurité alimentaire. Interdit? Tout à fait, il y a pour cette histoire de foncier, c'est vrai que les grandes villes connaissent un déficit et la rareté du foncier. Cela ne nous oblige pas à aller vers des terres agricoles. Il y a des classifications des terres qu'on doit aussi s'inscrire parfaitement et arrêter uniquement les sites qui sont aptes à recevoir des programmes publics. Monsieur Reda Bouariwa, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt et bon courage.